Aujourd'hui, on se revoit encore dans cette vidéo pour continuer le tutoriel sur la sécurité sous Linux. Ok. On se rappelle qu'on avait déjà traité différents process de sécurité tels que les fichiers de configuration. On avait vu aussi la création des comptes temporaires. Voilà, pour les utilisateurs, il faut créer des comptes temporaires. Voir si quelqu'un s'est connecté à une machine, si un utilisateur s'est connecté en votre absence, hein, quelques trucs comme ça. Le contrôle de l'espace disque aussi également. Voilà, on avait vu que c'est quatre premières étapes. Donc, dans la suite de notre vidéo, nous allons voir maintenant la dernière partie. On va comprendre quelque chose au niveau de l'accès administratif, ok, le root access. On a un utilisateur qui a été créé par défaut sous Linux et puis un utilisateur qui s'appelle root. Déjà, je précise que par défaut, root, on utilise root que dans des cas d'administration. D'un autre côté, ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais extrême, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des manipulations au niveau système qu'un simple utilisateur lambda ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi il n'y a pas de situation extrême. Au niveau même des administrateurs, ceux qui font de l'administration sous Linux également, il y a, bien sûr, ils ont la maîtrise, d'accord, je vous l'accorde, mais aussi à certains niveaux extrêmes, par exemple, en cas de défense, euh, en cas de vérification, en ce qui concerne des fichiers système très sensibles, voilà. Donc, c'est pourquoi je parle un peu de cas extrêmes. Voilà. Mais pour un utilisateur lambda, on va comprendre quelque chose. De toute façon, on fait sudo, hein, comme ça, sudo apt, hein, et puis on met -get, il y a d'autres qui ne mettent pas -get, hein, on met install, pardon, et puis on met le nom du programme. Au fait, on utilise le sudo, ben, je vais vous dire à quoi ça sert en fait. Le sudo, déjà, sachez que c'est quoi? C'est substitute, comme ça, substitute, voilà, user et do, ok. Dans de Linux, dans certains bouquins, ils diront super user do, d'autres diront substitute user do. Bon, en fait, le sudo ici va vous permettre tout simplement de prendre des droits utilisateurs, c'est-à-dire je deviens root pour exécuter quelque chose, ok, je me transforme en root. Parce que dans substitute, il y a un remplacement. Ok? Il y a un remplacement. Donc, on va, au lieu d'être l'utilisateur habituel, nous, on va se transformer en root. Donc, on devient root, comme ceci. Et puis, on leur dit, je veux faire telle chose. Pour ceux qui utilisent Windows, il y a certains programmes, quand ils vont exécuter là, il y a l'UAC qui intervient. L'UAC, c'est un peu comme un gardien. Parce que tu t'as manipulé quelque chose de sensible. Donc, du coup, quand tu exécutes, l'UAC vient te dire, ah, tu es sûr que tu as confiance en ce que tu es en train de faire là. Et puis tu mets OK. Chez Linux, c'est à peu près la même chose, sauf que ici, on va se transformer en route. OK? On va se transformer en route. Donc, en se transformant en route, on va exécuter un programme qui demande un niveau de privilège élevé. Voilà. Un niveau de privilège élevé. Donc, pour ça, il faut savoir que c'est le rôle de sudo qui, je vais dire, c'est le fonctionnement de sudo en fait. Le fonctionnement de sudo. Souvent, les gens font ça. Sudo su pour devenir root. Ils vont demander un mot de passe. En fait, quand on fait ça, on va demander un mot de passe. OK? Sudo-i. Et quand je fais ça, on me demande aussi mot de passe. Il y a un fichier spécial qui est traité par sudo qui fait que quand tu utilises ça, on te demande un mot de passe. Mais quand tu utilises le sudo à nouveau, on ne te demande plus le mot de passe. Il y a un fichier qui est responsable de ça. Et ce fichier-là, le fichier s'appelle sudo comme ceci. On va voir un bout. Donc, etc sudo comme ceci. Ah oui. Voilà. Au fait, ce que vous avez ici, c'est ce fichier-là qui est responsable de tout le fonctionnement de sudo que j'ai expliqué précédemment. Et je vous préviens, c'est un fichier qu'on ne manipule pas comme ça. C'est un fichier qui est très sensible. Parce qu'une seule erreur et badaboum. Ok. Donc, ce fichier-là, regardez bien. On va regarder quelque chose.
Vous avez 5 parties intéressantes, ok? Host alias specification, user alias, command alias, user... Ok, d'accord. Regardez ici, root. Dans user privilege, vous avez root, vous avez ce chemin-là. Certains vont me dire, mais à quoi ça sert ce truc-là? C'est à vraiment se gratter la tête, hein, vraiment s'arracher les cheveux, mais en réalité, il n'en est rien de tout ça. J'explique. Le root ici, ça c'est l'utilisateur. Ok, vous avez un utilisateur, un user du nom de root. Et vous avez all. Le premier all qui est ici fait allusion à quoi? Déjà, mais avant de tomber sur root ici, il faut savoir que ici c'est le nom d'utilisateur. Ok? Le nom d'utilisateur. En dessous, vous avez celui du groupe. Mais j'interviendrai là-dessus plus tard. Vous avez le nom d'utilisateur. Ici, vous avez le nom de la machine. Le all ici, co-virtuel, donc c'est normal. Vous avez, après le égal, ce qui se trouve entre parenthèses ici. Ce qui se trouve entre parenthèses ici, c'est quoi? Tout simplement, il s'agit des utilisateurs, all users. Ok? All users ici. C'est pour dire tous les utilisateurs. Le 2 points, ok, c'est une séparation. Et ici, ce sont les groupes. Ok? Nom de la machine ici. Nom utilisateur. Ok? Nom du groupe. C'est bon? Et en dehors de la parenthèse, le dernier all qui est ici concerne toutes les commandes. Donc, si on veut traduire tout ça là, hein, on va dire quoi? Root ici peut exécuter n'importe quelle commande sur la machine en passant par n'importe quel utilisateur et n'importe quel groupe. Je reprends. Je peux utiliser root, c'est-à-dire root ici qui est notre utilisateur. Pour faire plus simple, regarde, root ici exécute toutes les commandes. Que ce soit n'importe quel utilisateur ou n'importe quel groupe sur le host, c'est-à-dire la machine. C'est bon? Pour faire plus simple encore, on va dire root là, il exécute tout. Tout sur tout. Voilà. Tout sur tout. Raison pour laquelle, pour ceux qui ont une expérience de Linux, ils ont remarqué qu'en tant que root là, ils peuvent détruire leur propre système. Et oui. Tu peux entrer dans le compte utilisateur de quelqu'un d'autre parce que tu es root. Tu peux accéder aux données de n'importe quel groupe parce que tu es root. Tu peux détruire le système d'exploitation, chose que je vous déconseille également, parce que tu es root. Donc ici, c'est comme tu es le tout du tout. Voilà. Pour faire plus simple encore, c'est comme si tu es Dieu. Maintenant, la ligne du dessous, ici, il s'agit d'un groupe. Regardez, on a le groupe sudo. Je vais vous expliquer. Le groupe sudo ici, parce qu'on dit quoi? Autoriser tous ceux qui font partie du groupe sudo, tous ceux qui font partie du groupe sudo, d'exécuter n'importe quoi. Ceux qui font partie du groupe sudo, ils exécutent n'importe quoi. J'explique. On a vu précédemment que quand je tapais sudo, pour pouvoir afficher ça, quand je tapais sudo, on a remarqué quoi? On me demandait un mot de passe. Parce que je tapais simplement dire refuser, d'accord. Mais je tapais ça. J'ai mis sudo. Pourquoi? J'explique. Parce que tout simplement, mon utilisateur Blanche-Neige fait partie de quoi? Du groupe sudo. Et on peut le vérifier via les fichiers configuration. On peut vérifier à travers etc shadow. On peut vérifier à travers etc password. Ok? Ce sont des fichiers de configuration utilisateur de mot de passe. On peut vérifier. Et on voit qu'ils font partie du groupe sudo. Donc c'est pourquoi si je tape sudo, c'est normal que ça passe. Maintenant, je vais vous montrer un truc. Vous allez comprendre. Ici, je suis en tant que Blanche-Neige. Je vais passer pour un utilisateur appelé AK. Donc, je précise déjà que j'avais déjà créé des utilisateurs au départ. Voilà. J'ai déjà prévu ce schéma. Regardez. Si je fais ceci. Sudo, par exemple. etc. Regardez ça. Et je mets password comme ceci. Mot de passe pour AK. Il m'a demandé le mot de passe. D'accord. Mais quand je valide, qu'est-ce qui est écrit? On dit AK is not in the sudoers file. This incident will be reported. AK ne fait pas partie du groupe sudo. C'est ce que ça veut. En fait, c'est pour dire tout simplement, AK il ne fait pas partie du groupe sudo. Donc, tout ceci pour vous montrer le fonctionnement de sudo et comment limiter les access, ok, avec ça.
Pour limiter les accès avec ça, c'est simple. Première étape, déjà, commencez par créer des groupes d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que c'est important. Si vous n'avez pas créé de groupe d'utilisateurs, vous allez voir qu'ils vont tomber dans un groupe par défaut. Le groupe par défaut, à son tour, sera lié à quoi? À sudo. Donc, quand vous fait sudo, forcément, ça va prendre. Donc, pour des raisons de sécurité, créer des groupes d'utilisateurs, ça fait 1. De 2, quand vous avez fini de créer des groupes d'utilisateurs, notez le JID, c'est-à-dire quoi? L'identifiant du groupe. Ok? Vous notez l'identifiant du groupe. C'est bon? Si l'identifiant est 6001, vous notez 6001 parce que vous allez utiliser non. Dans la création de vos utilisateurs, vous allez utiliser ces deux options-là dans User Add, ok? Ou bien dans User Mode si vous avez déjà créé. Vous utilisez l'option petit g, ok? C'est-à-dire c'est le groupe principal. Vous mettez l'ID du groupe ou bien le nom du groupe. Vous voyez, c'est 6001, je mets 6001. Si c'est le nom du groupe que vous mettez, et voir que l'utilisateur pourra accéder à ses propres fichiers, ses propres dossiers, mais pour exécuter certains éléments en se servant de sudo, il ne pourra pas. Parce que qu'il va faire, il aura toujours ce message-là. Maintenant, je vais me déconnecter. Si vous voulez le modifier, il y a une façon de faire. Avis aux administrateurs. Les utilisateurs lambda, il y a aussi une manière de faire, mais vous ne devez en aucun cas modifier directement ce fichier-là. Donc, pour pouvoir faire une modification de ce fichier-là, on va faire quoi? On va utiliser un utilitaire qui s'appelle vsudo, comme ça. Super, vsudo. Ok, qu'est-ce que je fais vsudo? Regardez bien, je fais vsudo. Il y a un dossier spécial où on recueille l'ensemble des fichiers, c'est-à-dire l'ensemble des sudoers, ok, qui est dans un dossier, qui se trouve dans un fichier de configuration. Par exemple, si je fais ça, ok, tc sudoers, comme ça, .d. Dans ce fichier, on ne peut pas accéder. Voilà, ça donne un fichier caché. Mais en réalité, dans ce fichier-là, ok, dans ce fichier-là, par exemple, si je fais, ok, les voici. Vous avez ça. Ils apparaissent dans le fichier configuration. Ok, etc sudoers, sudoers.d. Et à l'intérieur, ok, vous avez même, ce sont des dossiers, hein, par exemple, ls etc, je vais vous montrer, -f, etc, sudo, je mets étoile, regardez bien, non, je me suis trompé, regardez bien, je vais vous montrer, vous allez voir, on a tous les fichiers de configuration relatifs à sudo, ok, donc, je vous en prie, si vous ne savez pas ce que vous faites, n'allez jamais là-bas. Voilà. J'ai bien expliqué le fonctionnement de sudo. Donc, pour restreindre l'accès utilisateur, ok, on va créer un fichier sudo. Voilà. Bon, je vais créer ça à partir du bureau ici. Admins. Ok. J'ai fait vsudo admins. Ok. Vsudo ici va me permettre de créer, d'éditer un fichier de super utilisateur. Et ici, ça concerne que les administrateurs. C'est pourquoi vous avez admins.tmp. TMP, voilà, c'est un fichier temporaire, mais qui sera bien sûr placé, qui sera utilisé par sudo, ok, dans le maintenant système. Voilà, pour que tout soit pris en compte. Donc, pour cela, on va utiliser la commande user alias, comme ceci. Ensuite, vous avez command, ok, command alias. C'est pas fini, hein. Les trois spécifications qu'on a vues là, c'est ça qui est là. Et on a aussi host alias. J'ai oublié. Vous avez ça ici. Host alias, comme ça. Super. Maintenant, à l'intérieur de host alias, regardez bien, on va préciser, on n'a pas oublié de préciser le nom de notre machine. Hein. Parce que host alias, ça concerne la machine. Ok? Mais nous ici, on va se focaliser sur user alias et command alias. Et puis on a une commande spéciale qu'on va taper en bas. La commande que j'ai expliquée précédemment, c'est ce qu'on va taper en bas. Donc, on fait ça. User, par exemple, je mets admin, avec petit a, avec s, voilà. On va faire la différence, admins. Ok. Je vais séparer. Et je peux préciser qui sont mes administrateurs. Par exemple, je vais mettre teach, hein, qui est notre administrateur. Lui et lui seul, c'est fini.
Maintenant, regardez, en alias de commande, voilà ce qu'on va faire. Alias de commande ici, on va indiquer les commandes qu'on peut saisir. On peut dire aussi qu'il peut saisir toutes les commandes. Mais ce qu'on va faire, on va lui dire par exemple, il peut saisir telle commande. OK? Les commandes, je vais ouvrir nos terminal. Laisse, par exemple, je vais chercher password, par exemple. Il a le droit de donner que des mots de passe. C'est juste un exemple. Je vais me saisir ça. Donc, je fais ça. Commande, non, cmd, égal, et je précise. User, in, password, comme ceci. Il est fait comme ça. Maintenant, on va finaliser le tout en utilisant notre syntaxe à la sudo, comme dans le fichier des sudo. Voilà. Pour ce faire, on fait quoi? Admin, user alias. OK? Donc, c'est le user alias. Admins, comme ceci. OK? C'est pas terminé. Sur la machine, dans le host, on met all, parce que ça concerne toute la machine. Égal, j'ouvre ma parenthèse. Donc, ici, on peut par exemple, sur un utilisateur ou un groupe, OK? Et si je ne veux pas définir utilisateur, ben, je peux définir un groupe, je mets 2 points. Un 2 points. Je peux préciser mon groupe, par exemple, admins. Hein? Je tape CMD. En fait, on a fait juste un raccourci, mais on a régularisé le tout à la fin avec cette commande. Donc, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que le fichier des sudoers sera rechargé pour prendre en compte toutes les modifications qu'on a faites. OK? Donc, à partir de là, vous pouvez déterminer la liste de commandes que l'utilisateur peut faire en fonction du rôle que vous lui avez donné, bien sûr, dans le système. Voilà. Ça peut être administrateur, ça peut être gestion des ressources humaines, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour les administrateurs, bien sûr. Voilà. Donc, les utilisateurs lambda, déjà, les conseils donnés précédemment sont aussi utiles. Si vous ne voulez pas vous emmerder, ne pas vous embrouiller, autant pour moi, avec tout ça. Voilà. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. OK? Donc, moi, je vais pas modifier ça. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on crée. OK? On arrive à modifier un fichier sudo, mettre un utilisateur dans le groupe des sudo, ainsi de suite. Donc, voilà. C'est bon? Super. Donc, il est très important de pouvoir connaître cela et aussi de pouvoir connaître son fonctionnement. Mais, si vous voulez une vidéo beaucoup plus détaillée de sudo, n'hésitez pas également à me faire savoir en commentaire. Je préparerai une vidéo à ce sujet et je le mettrai à votre disposition. Voilà. Donc, pour cela, on a bien compris l'utilité de sudo à ce niveau. Ici, on va consulter les logs. Déjà, sachez que les logs, ce sont des fichiers journaux qui vont permettre d'avoir un suivi de l'activité de votre système d'exploitation. Aussi simple que ça. Il peut vous donner tous les détails. OK. En ce qui concerne l'activité suite à un programme, à un utilisateur. Et pour ça, dans certains systèmes, vous avez aussi des logs activés par cette utilité qui s'appelle syslog. OK. Syslog qui est un outil très intéressant qui permet de gérer certains logiciels qui centralisent tous les logs du système. Ça peut être au niveau application, ça peut être au niveau du système d'exploitation, ça peut être au niveau des utilisateurs, ça peut être au niveau du pare-feu. Donc, lui, c'est une sorte de serveur de log, voilà, où tout est centralisé. OK? Et l'accès à ces logs-là se trouve dans un endroit bien connu qui est quoi? Regardez, si je fais var log. OK? Si je fais ceci, vous allez voir bien, vous avez un fichier log qui apparaît ici. Il est dans var. OK? On va aller, vous allez voir ls var. Quand je fais ça, vous avez log ici. OK? Vous avez log. Maintenant, on peut voir le contenu. Log. Et on y a accès directement. OK? Donc, voici un peu
le var log en quelque sorte. Voici un peu où sont situés les logs en quelque sorte. C'est normal, il y a beaucoup de logs. Dans les logs que vous voyez ici, ça c'est relatif à l'interface graphique. Vous avez plein d'autres. Vous avez aussi pour Tor, Samba, c'est-à-dire pour le partage de fichiers. Vous avez OpenVPN si vous utilisez des VPN. Voilà. Vous avez Journal, ok. Vous avez DPKG. DPKG, ça c'est relatif aux installations logicielles. C'est-à-dire quand vous installez des logiciels, il y a un log qui enregistre tous les programmes que vous avez installés. Vous avez Boot, ça c'est relatif au démarrage, APT, alternative, donc vous avez tout un tas de trucs. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fichier journal. Regardez bien. On va s'introduire dans le fichier journal. On va en ouvrir un. On va en ouvrir un. Je vais le faire avec sudo. OK. Var log, par exemple, last log. OK. Last log, on a un truc assez bizarre, regardez. C'est bizarre, n'est-ce pas? On ne comprend pas ce qui est là. Mais regardez ça, le TTY1. OK, le TTY1, ça c'est le terminal qui a été ouvert. Regardez. Je vous avais expliqué, je vous avais donné une commande qui permettait de voir tout cela en profondeur dans la commande W. On va aller dans Journal. Regardez, on a toute une série de chiffres qui traînent là. Et puis, on a User. OK, par exemple. On a un dossier avec un truc crypté, on ne sait pas d'où ça vient. Et quand on regarde le contenu, on a des événements, ok, des journaux système et des journaux utilisateurs. Ok, on va regarder nos utilisateurs. Hein, on va regarder 1001. Ok, si on remarque l'utilisateur ici dispose de ce qu'on appelle un user. Vous avez user-user ID. Ok, c'est important. Donc, c'est une véritable mine d'or. Si vous ne savez pas, c'est ça. Hein, et en tant que simple utilisateur aussi, c'est très important parce que, comme j'ai dit, ça peut permettre de suivre un peu l'activité au sein du système d'exploitation. Donc, nous, on va se contenter de voilà, user-1. Ils ont une extension qui est appelée .journal. Maintenant, le syslog en lui-même, ok, dans certains systèmes comme syslog, ils utilisent ce syslog à utiliser comme un protocole. Comme un protocole, ok. Voilà, donc on peut avoir les données du log à partir d'un protocole. C'est un peu comme un réseau, ok. Quand vous sniffez sur, par exemple, le port 80, ok, pour HTTP, c'est la même chose aussi avec syslog. La même chose aussi avec syslog. Donc, on va regarder notre fichier journal. Et on remarque, il y a des trucs illisibles aussi. Hein. Ça fait marrer, mais c'est comme ça. Mais regardez. Regardez, je vais prendre un truc comme ça. Regardez, ici. Vous avez ça, message. Ok, on dit quoi dans message? Et puis, regardez, vous avez syslog timestamp. Vous avez la date à laquelle peut-être notre utilisateur, un inconnu, ok, a tenté de faire quelque chose. Le 17 novembre à 11h15 minutes 52 secondes. Et vous avez un message ici qui dit quoi? AK ne fait pas partie des sudoueuses. J'avais déjà expliqué ça auparavant. Ce log-là est enregistré. Ok? Et vous avez le terminal qu'il utilise. Vous avez plein d'informations. Regardez, vous avez son home. Ok? Donc, c'est-à-dire son répertoire d'accueil. Vous avez le nom d'utilisateur pour lequel vous voulez se faire passer. On dit que vous voulez utiliser sudo. Le passer en tant que route. Et regardez, la commande, il y a une commande même qu'il a utilisée. Donc, on peut voir la commande que l'utilisateur a utilisée. Ah ah! La commande que l'utilisateur a utilisée. Voici la commande qui apparaît ici. En fait, il a utilisé la commande chmod. On dirait que vous voulez changer peut-être la propriété d'un fichier. Ok? Il voulait changer la propriété d'un fichier qui est chez le répertoire d'accueil de chaîne. Ok? Voilà. Mais il n'a pas pu. Et vous avez ici voilà, le timestamp en temps réel. Voilà. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Ok? Donc, tout ce que l'utilisateur a tapé comme commande, c'est dans le log ici. Tout est dedans. Voilà. Donc, après là, vous pouvez suivre l'activité. OK? Mais en même temps, vous savez aussi c'est quel utilisateur qui a tenté de faire ça. Ah, voilà l'utilisateur qui a tenté de faire ça. Donc, automatiquement, vous savez déjà ce qu'il faut sous Linux. Ben, c'est intéressant, non? Vous ne trouvez pas? Voici un peu
le contenu du log. Donc, faites attention. Voilà. Donc, ça permet, voilà, vous avez beaucoup d'informations. Donc, évitez aussi les informations illisibles. OK? Voilà. Souvent, il y a des fichiers spéciaux qui permettent de décortiquer, de décoder. OK? Parce que ces trucs-là, non, c'est pas à quoi ça sert. Mais déjà, puisqu'il a un point journal, donc peut-être il y a une application de type journal qui permet de décoder tout ça pour avoir ce qu'il faut en réalité. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que il y a des éléments clairs qui nous parlent en fait. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, à vous promener un peu dans le log pour voir, hein, pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre système. Donc, c'est un peu ça, c'est très très important. Puisqu'on a eu le temps de voir les logs, voyons un peu en ce qui concerne les fichiers. Avant, on utilisait chmod, ok? Chmod ou change owner ou Sean comme ça pour pouvoir modifier, donner des permissions, des droits à certains fichiers ou répertoires. Mais ce qu'on va voir ici est très avancé parce qu'à partir de là, on a la possibilité d'empêcher véritablement, ok? On empêche véritablement.